l'utilisation des armes nucléaires et leurs essais. Nous retrouvons alors notre envoyé spécial, Jérôme Tendano. L'énergie nucléaire au service du développement socio-économique des États. Le Burkina Faso affiche ainsi sa position à cette tribune des Nations Unies. En tant que membre du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique et assurant la vice-présidence de la 68e session ordinaire de la conférence générale, le Burkina Faso exprime ici ses préoccupations à l'eau pour l'élimination totale des armes nucléaires qui se déroulent dans un contexte marqué par des dissensions sur ce sujet crucial. Mon pays ne ménagera aucun effort pour contribuer à tous les efforts qui permettraient de rapprocher les vues. Et c'est pourquoi notre pays se réjouit de la convocation de cette réunion consacrée à l'élimination totale des armes nucléaires. Des cyberopérations dans le domaine nucléaire sont également à craindre, alerte le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Il faut alors agir vite et de façon consensuelle, afin de débarrasser la planète des armes de destruction massive, recommande Karamoko Jean-Marie Traoré. La sécurité et la paix que nous appelons de tous nos vœux ne peuvent être réalisées avec les velléités de course aux armes nucléaires qui, à l'évidence, améliorer la surveillance et leur utilisation et de soutenir les mécanismes de prévention et de contrôle des infections. Tout cela demande des moyens financiers. Fait remarquer le ministre de la Santé, Dr Kargougou, appelle donc au financement des plans nationaux de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Nous vous l'annoncions, la compagnie burkinabé Air Burkina vient d'acquérir un appareil flambant neuf, un Embraer de 98 places avec des commodités supérieures. Et bon à savoir, il ne s'agit pas cette fois d'une location, mais bien d'une acquisition sur fonds propres. Une première chez Air Burkina qui relance du même coup ses activités. L'arrivée de l'aéronef est suivie par Bernard Kombelem et Benewende Frédéric Nichema. Dans les airs prêts à l'atterrissage,
L'Embraer 190, la toute nouvelle acquisition de la nationale de la compagnie de transport aérien Air Burkina. Une acquisition qui vient relancer les activités de la compagnie, absentes dans les airs depuis avril dernier. L'arrivée de l'avion est ici inaugurée par le traditionnel jet d'eau en guise de célébration. Quelques minutes après immobilisation, l'avion ouvre ses portes au ministre en charge de la mobilité, premier passager à bord de ce tout nouvel aéronef. Air Burkina n'est pas seulement un avion. Air Burkina, c'est une compagnie. Il y a beaucoup de personnel qui travaille à Air Burkina. Et tous ces personnels-là étaient à un moment donné, on va dire, au chômage technique. Donc permettre que tout ce personnel puisse aujourd'hui reprendre le boulot était un sacrifice à consentir. Cela dans le juste sens de ce que le chef d'État voulait, remettre Air Burkina sur pied. Air Burkina, on va dire un symbole de souveraineté tellement attendu, que ce soit au Burkina et partout ailleurs. Avec cette nouvelle acquisition, le pays rompt désormais avec les vieilles pratiques en matière de location d'avions. Une nouvelle dynamique qui s'accommode avec la vision souverainiste du moment, impulsée sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis le temps des Fokker, Air Burkina n'a jamais eu son propre avion. Depuis plus de 40 ans, on fonctionnait avec des locations. Et avec des difficultés de gestion qui se sont apparues, ça a mis fin à l'exploitation de la compagnie. C'est vraiment, si on peut le dire, une renaissance. Et pour une véritable relance de la compagnie, des instructions fermes ont été données en vue de maintenir haut dans le ciel l'avion frappé des couleurs nationales. Je pense que Air Burkina a souffert de mauvaise gestion. Aujourd'hui, le DG Air Burkina sait ce que nous attendons de lui. Mettre en place une gestion qui va permettre à Air Burkina de ne plus jamais revivre les difficultés qu'ils ont vécues jusque-là. Ce nouvel appareil a une autonomie de 6h30 et peut voler jusqu'à 900 km/h selon Maurice Sanogo, pilote et commandant de bord. C'est l'homme qui a convoyé l'avion depuis la Chine jusqu'à destination. À Bobo Dioulasso, au groupement d'instruction des forces armées précisément, plus de 100 élèves stagiaires douaniers ont effectué leur sortie. Ils ont subi une formation militaire initiale et spéciale qui a duré 2 mois. Au programme de leur renforcement de compétences, la discipline militaire, le maniement des armes et bien d'autres modules. Leur sortie est suivie par Kassoumi Logo et Salam Dabal. Élèves, inspecteurs, contrôleurs et assistants des douanes, 120 au total. Ils reçoivent ici leurs attestations de fin de formation. L'obtention de ces parchemins témoigne de leur succès après 2 mois de formation militaire initiale spéciale effectuée au groupement d'instruction des forces armées de la garnison de Bobo Dioulasso. Cette cérémonie est le lieu pour ces stagiaires de réaffirmer leur engagement à servir avec dévouement leur pays. L'armement, l'instruction sur le tir, la formation civique et militaire nous ont permis, entre autres, de manipuler diverses armes, d'apprendre leur fonctionnement, de comprendre le fonctionnement de la hiérarchie dans l'armée et de cultiver en nous l'esprit de patriotisme. Des valeurs telles que l'intégrité, la solidarité et l'esprit de corps font de nous non seulement des soldats du trésor, mais aussi des futurs agents capables d'apporter notre pierre à l'édification de notre différents pays. Pour la hiérarchie, cette phase militaire initiale dans la formation de ces stagiaires devrait leur permettre d'être plus opérationnels une fois sur le terrain. Laquelle formation a été menée tout en ayant en ligne de mire un triple objectif, à savoir la culture d'un esprit militaire, l'aguerrissement et l'amélioration des aptitudes physiques. Ces objectifs escomptés ont été entièrement atteints à travers un programme de formation adapté aux menaces actuelles. Je puis vous assurer que nous avons reçu des stagiaires épris de discipline, d'abnégation et de soif d'apprendre. Comme il fallait s'y attendre, ils ont engrangé d'excellents résultats, en témoigne l'obtention de l'attestation de formation militaire initiale spéciale par toute la promotion. La moyenne des classes est de 14,23 pour les inspecteurs, 14,13 pour les contrôleurs et 15,36 pour les assistants. Fini donc la phase militaire.
Ces stagiaires retrouveront leur salle de classe à l'École nationale des douanes pour la suite de leur formation. Des bourses de formation au profit des personnes vulnérables avec priorité accordée aux personnes déplacées internes. Le geste est posé par le Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Banganoma. La formation va aborder les techniques agro-silvo-pastorales, nous rapportent nos reporters Franck Ouitraogo et Karim Bikenga. Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Banganoma. Depuis le 16 août, cette vingtaine de personnes déplacées internes est internée ici pour une formation de 3 mois. Elles bénéficient de bourses de formation dans les filières agro-silvo-pastorales. Nous sommes formés à la pisciculture, l'élevage, l'agriculture maraîchère, les plantes endogènes. Ça nous aide à nous former et aller exercer ailleurs. C'est la situation nationale qui nous préoccupe, nous tous. Le problème de les déplacer pour les former et pour les faire installer. C'est pour dire, c'est nos frères et sœurs. Il faut vraiment que nous travaillions pour les faire réussir dans la vie, plus même qu'avant. Cette action de solidarité vise à faciliter l'insertion sociale et économique de ces personnes déplacées internes. Le lancement officiel de la formation est précédé de cette visite des installations du centre. Je tiens à traduire nos vifs remerciements au promoteur, M. Salifou, encore qui vient de montrer qu'il accompagne encore les objectifs de la transition. Il accepte d'employer 20 personnes déplacées internes. Et le conseil qu'on leur donne, c'est vrai, ils ont quitté leur localité de manière involontaire et on ne peut pas les refuser dans ce centre. Et ces 20 qui ont été retenus, qui vécu toujours le bon exemple. Officiellement créé en 2023, le Centre de formation professionnelle au métier émergent Banganoma a principalement une mission: renforcer les capacités des personnes déplacées internes et valoriser les potentialités locales du Burkina Faso. Elle promet d'autres bourses les jours à venir. Un deux du MPSR 2, l'humanitaire, l'autre front, engagé par les autorités burkinabè depuis leur avènement à la tête du pays. En bonne place, on trouve la gestion des personnes déplacées internes, le ravitaillement des zones à fort défi sécuritaire, la réinstallation dans les zones libérées. La liste est longue, mais la synthèse est faite pour nous par Tanga Kafando. L'humanitaire au cœur des actions du MPSR 2. Le ravitaillement des localités à fort défi sécuritaire en vivres et autres besoins de première nécessité par voie terrestre à travers des convois sécurisés ou par voie héliportée constitue une action majeure. Le gouvernement est engagé à approvisionner toutes les localités jadis sous blocus et redonner de la vie aux populations de ces localités. Avec la reconquête du territoire, des milliers de personnes déplacées internes retournent dans leurs localités d'origine et l'État met en place un plan d'accompagnement pour faciliter ce retour. Dans ce plan, il y a entre autres l'accompagnement des populations en vivres, l'octroi des moyens de production agricole, ainsi que la construction et la réhabilitation de logements d'urgence pour faciliter leur réinstallation. Le gouvernement pense également au relèvement des PDI, en mettant l'accent sur l'autonomisation des femmes et des jeunes déplacés. Pour y arriver, le département en charge de l'humanitaire organise à leur profit des formations sur des activités génératrices de revenus telles que la production maraîchère, la culture hors sol, le tissage, la teinture, la production des pains cocodonda et la transformation des produits agricoles. Cette formation est soutenue par l'octroi de prêts pour la relance économique des femmes et des jeunes à travers les fonds nationaux tels que le FARF, le Fonds d'appui aux activités génératrices de revenus des femmes. En plus de la prise en charge des PDI sur le territoire national, le gouvernement se préoccupe également des déplacés burkinabés en territoire étranger. En témoigne ici la prise en charge des ressortissants burkinabés refoulés du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Avec le MPSR 2, l'État burkinabé prend en main la coordination des opérations humanitaires des partenaires. Le département en charge de l'action humanitaire, à travers ses démembrements, coordonne les interventions des ONG et des institutions internationales humanitaires en élaborant et en veillant au respect des principes d'intervention. Désormais, les vols humanitaires pour les ravitaillements se font en associant un agent public de l'État.
Cela a l'avantage d'avoir une coopération basée sur les priorités nationales et sur les besoins exacts des PDI et de prendre en compte le tandem sécurité et humanitaire. Autre point, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, Samao, déroule son programme dans la capitale burkinabé. Sur le site, plusieurs exposants ont pris leur quartier, des moments pour nouer des partenariats donc entre acteurs des mines. Faisons un tour avec Conson Koulibaly et Moussaki. Sylvie Ouedraogo est spécialiste de carrière. Elle est ici à la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, Samao, pour présenter les produits de son entreprise aux visiteurs. Il y a différentes granulométries que nous proposons aux clients. Actuellement, on peut dire que ça se passe bon enfant parce que on a pu échanger avec beaucoup de partenaires, beaucoup de clients. Donc on espère en tout cas que d'ici là, ils vont nous revenir avec beaucoup de commandes. Parmi les exposants, il y a des fournisseurs miniers et chacun y va de sa stratégie pour convaincre les visiteurs. Samao 2024 est bien profitable pour eux. On a reçu beaucoup de visiteurs étrangers, notamment du Cameroun, du Mali, du Sénégal et du Niger. Et nous avons eu vraiment des échanges fructueux à travers des B2B. Alors, on a reçu beaucoup de miniers et en fait maintenant avec le groupe EGF, on peut avoir un dépôt ici au Burkina. Donc en fait c'est très pratique pour eux d'avoir comme ça du matériel disponible en permanence. Les stands grouillent de monde. Des visiteurs sont là à la recherche d'emplois et d'autres pour des partenariats. J'ai vu pas mal d'entreprises qui m'intéressent vraiment, donc j'ai discuté un peu avec eux et après je verrai dans quelle mesure je vais les appeler pour pouvoir avoir quelque chose avec eux. Il y en a plusieurs entreprises ici, donc j'ai en train de voir, discuter avec les plusieurs personnes pour voir à quelle mesure on peut collaborer. Inch'Allah, on va voir. À l'extérieur du bâtiment, bienvenue à l'exposition à l'air libre ou l'univers des gros engins. Notre entreprise présente à Samao un compresseur à haute pression. On fait la vente et la location de ces engins-là. On a déjà des contacts quand même, un carnet d'adresses déjà bien fourni. Et le véhicule que vous voyez là, c'est un véhicule qu'on appelle un véhicule d'entretien. Donc quand vous allez sur les sites miniers, vous avez les grosses machines, les dampers et tout qui sont dans les forces ou sur leur propre site de travail. Donc ils ne peuvent pas tout le temps revenir au garage pour faire l'entretien. Donc avec ce type de véhicule-là, on pourra se déplacer pour rejoindre tous ces engins-là, faire leur vidange, faire des compléments d'huile, vérifier la pression des pneus, nettoyer même les filtres à air et encore aussi faire les graissages. Ces exposants et visiteurs rencontrés apprécient positivement l'organisation de cette 6e édition de la Samao. Ils espèrent faire de bonnes affaires d'ici la fin de la semaine. L'évocation de son nom suffit à vous plonger dans l'histoire de la France-Afrique. Robert Bourgi fait parler de lui suite à une récente interview sur les antennes de France 24. Eh bien, l'avocat et conseiller politique franco-libanais a fait des révélations sur les relations parfois incestueuses entre la France et certains régimes africains. Nos reporters Salifou Belem et Bienvenue Tangsa ont recueilli quelques avis. Suivons donc. Bongo, c'était papa. Blaise, c'était Blaise. Sassou, c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive. Il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Rêve ou hallucination. En tout cas, les révélations sont pour le moins troublantes. Des rumeurs longtemps entretenues plaquées à la face du public. En libérant sa conscience, l'avocat et conseiller politique franco-libanais Robert Bourgi met la France-Afrique dans une situation d'inconfort. Il lève ici un coin de voile sur le financement occulte par plusieurs présidents africains des partis politiques français. Plus loin, cet homme déporte l'opinion internationale dans les péripéties de certains scrutins en Afrique. Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Dans cette récente interview face aux journalistes de France 24, Robert Bourgi persiste et signe qu'il ne dit que la vérité. L'information renversante que Robert Bourgi donne
me laisse un peu perplexe, étant donné qu'à l'époque, beaucoup de moyens avaient été mis pour éviter justement une controverse, puisque la Côte d'Ivoire sortait des guerres civiles et la communauté internationale voulait, par ces élections, régler la guerre civile qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Mais je pense que dans l'histoire, il restera toujours ces doutes sur qui a vraiment gagné les élections en Côte d'Ivoire. Ça ne surprend pas, c'est un système d'exploitation, c'est un système de pillage qui a longtemps été mis en place pour maintenir les Africains dans la domination, bien sûr avec la complicité des élites. Et je pense que cette information, c'est une machination orchestrée. Et également, je pense que c'est une confirmation que nos dirigeants actuels, à savoir les pays de l'AES, sont sur la bonne direction. En ce moment précis, pourquoi de telles révélations et pour quel intérêt? Est-ce que ce n'est pas pour chambouler, nous faire perdre un peu les pistes d'analyse et ramener les gens sur des pistes qui ne sont pas des pistes de notre combat et nous distraire en un mot? Donc aujourd'hui, il faut être prudent avec ces révélations parce que nous étions au courant de ça, mais ce n'était pas aussi officiel, c'était officieux. Mais aujourd'hui, s'ils en viennent à dire ça clairement, ça veut dire qu'ils ont déjà préparé un autre plan. Et ce plan, nous devons être très vigilants. Pour moi, cette information en réalité n'a pas un lien direct avec ce qui se passe dans les pays du Sahel. C'est une machination, une manière d'anticiper un peu les élections prochaines en Côte d'Ivoire. Cela voudrait dire qu'en réalité, la France est dans une dynamique de se détacher complètement du président Alassane Draman Ouattara et placer encore un nouveau pion. Une situation qui creuse davantage le fossé de la confiance vis-à-vis de la France. Vous avez entendu le journaliste Perelman dire à M. Bourgi qu'il est quelqu'un de sulfureux. Effectivement, il a été très impliqué dans les relations entre l'Afrique et la France. Et il peut être utilisé à des fins de propagande ou des fins de manipulation également, en distillant certaines informations qui vont orienter les esprits en Afrique afin de faciliter certaines opérations que la France voudrait entreprendre en Afrique. Les révélations de Bourgi sont contenues dans un ouvrage d'entretien où il affirme avoir parfois du remords face à des événements qui l'accablent également. Des citoyens de Ouagadougou que nous avons approchés se disent à la limite choqués par les révélations de Robert Bourgi. Certains indexent la responsabilité des anciens chefs d'État africains et d'autres fondent leur espoir sur les actuels dirigeants, dont ceux de l'AES, pour une réelle indépendance et un véritable développement de l'Afrique. Roger Kam, Moussaki. La France-Afrique, une fois de plus, dans l'actualité burkinabé. Les révélations sur le pouvoir politique et le financement de certaines élections françaises faites par l'ancien conseiller politique du président français Jacques Chirac montrent à souhait la face hideuse de la France. Elle n'agit que pour ses intérêts et rien d'autre. C'est l'avis de bon nombre de Burkinabés. Quiconque voudrait l'entendre, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et c'est en même temps un message très fort que je lance à l'endroit de tous les valets locaux qui sont en train de travailler pour servir la cause française. Que si toutefois vous n'êtes plus au pouvoir et toutefois votre pouvoir, vous ne pouvez plus servir la France va vous lâcher en plein vol. Et c'est ce qui s'est passé avec le président Blaise Compaoré qui à un moment donné a utilisé le Burkina Faso comme base ailleurs pour servir du terrorisme, pour défendre les intérêts occidentaux. Pour certains Ouagalais, les révélations de Robert Bourgi sur l'argent des djembés envoyé par l'ancien président Blaise Compaoré à Jacques Chirac suscitent beaucoup d'interrogations tout en interpellant la conscience des Africains. Tous ces événements doivent nous interpeller. Pourquoi continuer à financer les pays et dans quelles conditions ces financements se font? En cachette, jusqu'à un président se permet de mettre de l'argent dans un djembé. Donc on préfère remplir les caisses de l'Élysée et on laisse la population
ici dans la pauvreté. Selon ces citoyens, faire des révélations sur les élections ivoiriennes de 2010 est tout simplement une manière encore de déstabiliser ce pays. Vu qu'en Côte d'Ivoire, même déjà, il y a des élections en 2025. Ils en ont marre de M. Alassane Ouattara maintenant, qu'ils veulent le faire dégager, envoyer une autre personne. Donc c'est à nous les Africains de bien prendre conscience de ce que nous-mêmes on veut et de ne pas écouter les Occidentaux. Ayant perdu le Burkina, le Mali, le Niger, il n'y a pas de question que la France perde encore la Côte d'Ivoire, qui a presque tout investi, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Donc c'est pourquoi ils sont en train de livrer Alassane Ouattara au verdict populaire. Parce que usurper des élections, après évincer Laurent Gbagbo qui a vu les élections, aujourd'hui avec ces révélations, ça va créer encore en tout cas, ça va créer des troubles en Côte d'Ivoire pour permettre d'affaiblir Alassane Ouattara et placer les candidats préférés. C'est pourquoi ils sont en train de faire ces révélations en Côte d'Ivoire. Mais c'est en même temps un avertissement à celui même qu'ils sont en train de préparer, qu'il serait aussi éjecté à un moment donné s'il ne va plus servir encore la cause française. Si les révélations ont choqué plus d'un, certains par contre se réjouissent. Et ils voient en cela des preuves pour convaincre davantage les populations des relations mafieuses occultes que la France entretient avec des pays africains. Et ce personnage, que je ne veux plus citer le nom, met de l'eau au moulin de nos trois présidents. Et qu'est-ce que les autres présidents doivent faire? Et moi, je pense que ce sont les citoyens des autres pays que je ne citerai pas qui doivent aussi se mobiliser et amener leurs dirigeants à comprendre que quand les gens de l'AIE se battent, ils ne se battent pas parce qu'ils ont envie de se battre. Ils se battent parce qu'il y a une cause noble qu'il faut défendre. Et qui s'intéresse à la France-Afrique, c'est que des gens sont morts. Thomas Sankara est mort. Hein. Beaucoup de gens. Au Cameroun, Ernest Ouandié, les Félix Moumié, ils sont morts. C'est à cause de cette France-Afrique. Robert Bourgi est dans son rôle. Aucune c'est Ouagalais. Manipuler l'opinion et se créer une porte de sortie après ces sales boulots longtemps exécutés en Afrique. Prenons à présent le pouls de la campagne agricole humide avec le ministre en charge de l'agriculture qui poursuit sa tournée des champs. Le cap est mis sur 2 champs à Dano dans le centre-sud. Les producteurs nourrissent l'espoir de bons rendements, précise Issaka Zabré et siège Dikael Poda qui étaient aux côtés de la délégation. On regarde. La ferme semencière de Oronkwa dans le Yoba. Là, le ministre de l'Agriculture visite un champ de 25 hectares, dont 15 de maïs et 10 de sorgho de la coopérative Bamburo Bouor. Le rendement attendu est de 2,5 tonnes à l'hectare pour le maïs et 1,8 tonnes à l'hectare pour le sorgho, malgré l'approche de sécheresse récente. Les difficultés majeures pour les producteurs résident dans le paiement et la livraison tardif de la semence. On est en train de travailler avec l'Union pour que les financements soient obtenus en année N-1 pour pouvoir financer les campagnes en année N. Voilà, parce que les gens s'endettent à des coûts très élevés pour pouvoir produire la semence. Et après, quand le paiement prend beaucoup de temps, bon, ça induit des charges, les ajouts et tout ça auprès des institutions financières. Bon, au final, ça impacte le bénéfice que les gens ont. Nous avons comme objectif de mettre à la disposition des producteurs sur les 5 prochaines années 20 000 tonnes chaque année. Ce sont les instructions qui nous ont été données. Donc le besoin va être là. Maintenant, c'est comme on l'a dit, nous on n'est plus dans une dynamique où on va amener les semences au mois d'août pour remettre aux producteurs. Donc c'est à vous d'accélérer le traitement de vos semences, les reconditionner et être prêt au moment où on vous dit de les déposer, vous les déposez pour que l'ensemble des opérations qui doivent être menées là puissent être menées. Le producteur doit avoir la semence en main et puis attendre la pluie. Voilà, il ne doit pas, il pleut et puis il commence à chercher la semence et les engrais, ce n'est pas normal. À la périphérie de Dano, un champ de riz de 21,5 hectares aménagé par la Fondation Dreyer. Dans ce bas-fond, la physionomie est bonne et la récolte est prometteuse grâce à une technologie bien adaptée. On peut dire que la production, ça va. Bon, avec l'approche des sécheresses, on était vraiment inquiets. Mais bon, depuis l'installation des pluies, et vraiment les cultives ont vraiment des bons sorts. La Fondation Dreyer est un de nos partenaires incontournables dans le cadre vraiment de la production, les atteintes de l'objectif de la production du riz, parce que l'offensive atteint de la région du sud-ouest 3882 hectares. Le stress de la poche de sécheresse n'a entamé en rien l'optimisme des producteurs visités.
Des producteurs qui reçoivent les encouragements du ministre, qui recueille également les préoccupations de ces producteurs afin de trouver des solutions idoines pour l'atteinte des objectifs de l'offensive agropastorale et halieutique. Dans cette page, nous nous intéressons tout d'abord aux nouvelles de la situation hydrique des fleuves et cours d'eau au Mali. Les dernières données de la Direction nationale de l'hydraulique annoncent un dépassement du seuil d'alerte dans plusieurs localités. On apprend alors que des familles ont abandonné leur logement et des services sont à l'arrêt du fait de la montée des eaux. Le constat est fait par nos confrères de l'ORTM Boubacar Sankaré, Souleymane Tepsougué, Gaoussou Touré et Bemba Sibi. Jamais de mémoire de riverains du fleuve Niger, la crue n'a atteint un tel niveau. Cette situation est due au lâcher d'eau de certains pays voisins du haut bassin. Les seuils d'alerte ont été atteints et dépassés dans certaines localités, comme à Bamako, où le seuil d'alerte de 380 cm est dépassé de 45 cm à la date du 27 septembre, ce qui provoque déjà des débordements des eaux. Un triste constat fait par les pêcheurs installés sur les berges du fleuve à Bozola. Les habitations sont sous les eaux. Pour accéder à sa maison, on marche pied dans l'eau ou on prend la pirogue. Tidjane Sougouré, pêcheur, ne sait plus à quel sein se vouer. On n'a jamais vu une telle crue. J'ai tout perdu et je ne sais pas quoi faire. Je demande l'aide de toute personne de bonne volonté. Sougouré n'a plus de logement. Il ne peut plus pêcher également. Le niveau de l'eau rend difficile l'activité. Pour Vieux Sidibé, l'activité est même impossible. J'ai perdu plus de 2000 briques qui étaient sur la berge. On ne peut pas évaluer les dégâts. Ce que j'arrive à récupérer, je vais essayer de les écouler pour subvenir à mes besoins en attendant une aide. Les premiers sinistrés de la zone ont trouvé refuge dans les locaux de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Dans la cité du Niger, un quartier résidentiel, plusieurs rues sont sous les eaux. L'alerte de dépassement du seuil d'alerte concerne plusieurs localités du pays, à l'image de la région de Mopti, où la montée des eaux touche déjà plusieurs villages à Djenné ou encore à Sofara. Nous suivons ici quelques cours d'eau pour noter que les différentes codes d'alerte installées au niveau de ces différents cours d'eau, ces codes ont été déjà dépassés il y a quelques jours. Le seuil d'alerte est dépassé dans certaines localités, provoquant déjà des débordements des eaux du cours normal par endroit. Une situation qui va s'aggraver selon la direction de l'hydraulique dans un communiqué. Les riverains du fleuve sont invités à la prudence et suivre les prévisions. Au Niger, et comme annoncé en titre, le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie a visité 2 usines industrielles de fabrication et de vente de produits plastiques, des sociétés implantées dans la commune de Liboré, à une quinzaine de kilomètres de Niamey. Amadou Amidou, Nafissatou Badamassi de la RTL. Longtemps importés de l'extérieur, les chaussures, pantoufles, récipients, seaux, gobelets, bouilloires, entre autres, sont les articles les plus sollicités par les Nigériens. Désormais, cela ne sera qu'un lointain souvenir au Niger, car le pays dispose désormais des usines spécialisées dans la fabrication de ces articles. Il s'agit de la société Niger Elegance Sarlui et Guyang Yao, visitée ce jeudi 26 septembre 2024 par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Nous profitons de l'occasion pour remercier son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, tout le gouvernement, pour vraiment l'effort qu'ils ont consenti et qu'ils continuent de consentir. D'abord pour nous avoir facilité l'obtention de l'arrêté conjoint, donc accordant le bénéfice des avantages du régime promotionnel des codes des investissements. C'est une bonne chose, vraiment le fait de promouvoir les entreprises. On ne peut que se réjouir et remercier tout le gouvernement. Cette visite du ministre Seydou Assouman vise ainsi à s'inquiéter du fonctionnement de ces 2 usines, la qualité des services et les conditions de travail des employés. La première usine porte sur des produits, des chaussures, et puis la seconde usine, ce sont des ustensiles. Donc nous avons trouvé en tout cas un personnel des Nigériens et surtout des femmes
vraiment qui sont les plus nombreuses au niveau de ces deux unités industrielles, ce qui est vraiment un encouragement et ce qui est aussi à féliciter. Nous les avons vraiment trouvés assez motivés parce qu'ils ont trouvé de l'emploi qui leur permet de gagner des revenus. Ce qui est effectivement une réponse effectivement des plus hautes autorités de notre pays à apporter le bien-être aux Nigériens. Et ça fait partie des réponses vraiment aux préoccupations du peuple nigérien. C'est la création des unités industrielles, c'est la création de nos propres produits. Il y a quelques années, tous ces produits-là, c'est de l'extérieur qu'on les amenait. Mais aujourd'hui, nous avons nos propres produits donc, qui peuvent compétir face aux autres produits. Ces deux placements du ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, a permis d'échanger avec les responsables du Niger élégant Saint-Louis et ceux de la société Guyang Yaou, ainsi que le personnel travaillant au niveau de ces sociétés. Visite qui a permis au ministre de prendre en compte les doléances des employés et seront objet d'une révision afin de leur trouver des solutions idoines. Avec les différents articles fabriqués par ces usines, source de création d'emplois, de souveraineté industrielle du pays, le ministre Seydou Asman en sort satisfait de cette visite. Nous poursuivons l'édition avec cette session de renforcement de capacité managériale à Koudougou qui regroupe les directeurs centraux et régionaux de la RTB, le média leader. Eh bien, la formation est assurée par l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, qui accorde du prix à la pertinence des modules dispensés. Rasmane Zoundi, Sonia Kokti. L'ensemble des directeurs régionaux et centraux de la RTB à Koudougou pour être outillés sur le leadership managérial. Plusieurs sous-points développés pour améliorer les capacités de ces directeurs. Nous sommes revenus un peu plus sur les questions de planification stratégique, les questions de conflit. Et ensuite, nous sommes aussi revenus sur l'approche de la négociation au sein des administrations. Et puis, nous avons terminé par un autre module que nous avons appelé gestion du temps et efficacité professionnelle, mais aussi équilibre vie professionnelle et vie familiale. Nous pouvons retenir l'écoute qui permet beaucoup de savoir ce que l'agent ressent en matière de travail et ce que l'agent veut réellement faire. Et la deuxième chose aussi, c'est essayer de comprendre les différentes positions de tout un chacun et éviter surtout les conflits dans le travail. L'organisation de cette formation en collaboration avec l'ENAM répond à la quête permanente d'innovation, d'efficacité et d'excellence de la RTB. Ces premiers responsables que vous voyez là, et qui pour la plupart sont nouveaux, avaient besoin certainement de cette formation. C'est seulement à travers ces rudiments qu'ils peuvent véritablement organiser avec beaucoup plus d'efficience leurs activités, de sorte à ce qu'au bilan, on puisse être certain d'avoir eu des responsables qui ont su s'assumer au niveau donc de leurs postes respectifs. Nous tenons à remercier la RTB pour cette offre de formation et ça contribue quelque part aussi à la visibilité en fait des actions menées par l'ENAM. Pour dire que non, qu'à l'ENAM, ce n'est pas seulement la formation initiale, il y a également la formation continue. Ce cadre de formation sur le management est également mis à profit pour échanger sur les préoccupations des premiers responsables de la RTB. Une assemblée générale sur place a permis de dégager des pistes de solutions aux difficultés exposées. Le 27 septembre de chaque année est consacré Journée mondiale du tourisme. Plusieurs activités ont meublé la célébration de l'événement au plan national. On retient un panel organisé par le département en charge du tourisme qui pose le débat sur le rôle du tourisme dans la promotion de la paix. Alassane Tchandebego, Amandine Lalsaka. Philippe Savadgo, ancien ministre de la Communication, de la Culture et du Tourisme, donne le ton des communications du panel entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale du tourisme au Burkina. Sa communication porte sur le thème « Rôle du tourisme dans la promotion de la paix, rôle de la paix au développement touristique durable ». La dimension pacifique du tourisme
il n'y a rien à rechercher, c'est le quotidien, c'est les mariages, c'est les découvertes, ce sont les voyages. À l'issue de cette communication introductive, 3 autres panélistes ont présenté à l'assistance leur communication en vue de sensibiliser et d'interpeller davantage l'opinion nationale sur la contribution du tourisme à la promotion de la paix. Nous voudrons, à travers cette journée-là, marquer la contribution du tourisme à travers la promotion de la paix et à travers la durabilité de notre secteur du tourisme. Comme sûr qu'à l'issue de ce panel, on pourra apporter un certain nombre de solutions afin de renforcer la paix à travers le tourisme au Burkina Faso. Ce panel est la première d'une série d'activités que le ministère chargé du tourisme prévoit organiser en cette journée commémorative. Il s'agit notamment du vernissage d'une exposition temporaire et une excursion touristique. Un spectacle des grands événements est donné à voir ce 27 septembre au Centre national des arts et du spectacle. Il marque l'acte 2 des soirées artistiques et culturelles de la résilience. L'événement central cette année est la relance des ensembles artistiques nationaux. Nos reporters Issoufou Kabouré et Mouniwanga y étaient. On regarde. Comme des phénix, les ensembles artistiques nationaux renaissent de leurs cendres. Pour cette deuxième édition des soirées artistiques et culturelles de la résilience, ces ensembles composés de l'orchestre, du ballet et de l'ensemble instrumental national donnent de nouveau de la voix après un passage à vide de plus d'une décennie. L'événement se passe ici, dans ce temple des arts burkinabais, le théâtre Kwamba Lankwandé du Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel. Sur scène, le tout nouvel orchestre national, par ses mélodies d'une certaine époque savamment orchestrées, transporte un public visiblement acquis et en osmose avec les acteurs sur la piste. Sur ce fond sonore de l'ensemble instrumental, le ballet national monte sur scène avec cette composition chorégraphique riche en couleurs. C'est la démarche résiliente vers l'horizon du bonheur qui est ici imprimée. Une création qui symbolise la résilience du peuple burkinabé face à l'adversité. L'élément phare marquant de cette soirée, c'est bien sûr la relance des ensembles artistiques nationaux. Et je pense que ce qui nous a été donné de voir nous conforte dans l'idée qu'il faut vraiment relancer ces ensembles artistiques nationaux-là. La renaissance des ensembles artistiques nationaux, une vision exprimée au sommet de l'État. Aujourd'hui, le département de l'Imtalaba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre d'État en charge de la culture, entend s'inspirer des difficultés du passé pour s'assurer d'une réelle relance de ces ensembles. Cela préfigure déjà de ce que les ensembles artistiques nationaux peuvent nous servir à voir en termes donc de création artistique, en termes de promotion de nos savoir-faire culturels, et nous allons y travailler afin de concrétiser ces instructions que nous leur avons données et surtout qui sont en phase aujourd'hui avec la vision du chef de l'État. Et Jean-Emmanuel Ouedraogo de féliciter les acteurs qui ont contribué à la relance de ces outils de promotion de la culture burkinabé. D'ores et déjà, les missions assignées aux ensembles artistiques sont claires et précises. Et ça va se traduire par d'abord des tournées à l'intérieur des régions. Vous savez, les ensembles artistiques sont un instrument de diplomatie et de coopération internationale. Donc les ensembles artistiques vont forcément aller dans l'espace AES très rapidement pour partager l'expérience du Burkina, pour partager le savoir-faire du Burkina. Plus tôt dans la soirée, le dévoilement de la stèle de Kwamba Lankwandé, une façon pour le département de rendre encore un hommage à cette cantatrice de la musique burkinabé, dont ce temple du Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel Senaza arbore fièrement le nom. Des Burkinabés séjournent au Ghana sur initiative de l'association Ton Lataba, et cela dans le cadre du festival annuel du Roi Dama 2024. La délégation a effectué une excursion touristique au niveau des tombes royales
Gambega, où reposent les parents de la princesse Nyenenga. Comme vous allez le deviner, cette visite a permis au Burkinabé de mieux comprendre l'histoire qui lie les Mossé à la ville de Gambega au Ghana. Notre envoyé spécial a Hadi Sandamba. Des chefs coutumiers burkinabés sur les traces de la princesse Nyenenga. Nous sommes en plein cœur de Gambaga, en territoire ghanéen. Tous décoiffés, chacun vient s'incliner sur la tombe du père de la princesse Nyenenga, mère de Ouedraogo, l'ancêtre des Mossé. Juste à côté du père, un des frères de la princesse Nyenenga. Je suis très content et très fier, très ému d'être arrivé ici à Gambaga pour découvrir la tombe du papa de notre grand-mère qui est Nyenenga. Nous sommes des petits-fils de Nyenenga. Et là, je suis sur la tombe du papa de Nyenenga. Et je suis très très content parce que c'est un jour inoubliable pour moi. À un jet de pierre de là, la tombe du frère aîné de la princesse Nyenenga. Et un peu plus loin, ici, à quelques mètres du palais royal, repose la reine, mère de la princesse Nyenenga. Chacun veut immortaliser ces instants d'excursion touristique organisés par l'association Tonlataba. Venir sur la tombe de tes ancêtres pour demander des bénédictions, c'est même normal, c'est même conseillé. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est purement réaliste, c'est purement original et c'est purement nous. C'est pour cette raison que nous sommes revenus aux sources pour se ressourcer, pour s'informer, pour pouvoir éduquer. Plus qu'une excursion touristique, cette visite sonne alors comme un besoin de se ressourcer pour tous ici présents. C'est une bonne initiative de revenir à la source pour qu'on puisse savoir d'où on vient. Le regard donc de la tradition va nettement changer. Nos incantations donc lors des sacrifices, nos incantations au niveau donc de nos fêtes coutumières va changer parce que on a cet esprit, on a le visuel qu'on a aujourd'hui des tombes de nos ancêtres et c'est vraiment important pour nous. Et c'est encore plus important pour son Kolgonaba Yemde de Sapodé. Lui qui depuis 1992 ne manque pas de toujours revenir à Gambaga, source de bénédiction. Aujourd'hui je suis un chef coutumier grâce au Anaba Sigri de Saponé, grâce aux ancêtres. Alors, donc, je suis content et chaque fois, quand on dit Gambaga dans le logo là, je suis toujours prêt. Un pari gagné pour les organisateurs qui voient en cette première sortie un pèlerinage à inscrire désormais dans les agendas de l'association Tonlataba. Une première édition qui a mobilisé une centaine de personnes venues du Burkina Faso. Clin d'œil ce soir au masque de Siralo dans la commune de Safane. Le village est situé à 15 km du chef-lieu de la commune. On y trouve principalement deux types de masques, ceux à fibres et ceux à feuilles. Quel est leur rôle dans la société d'Afi? Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo nous apportent des éléments de réponse. Une réjouissance populaire spontanée dans le village de Siralo, à 15 km de Safane. Elle se passe sous la supervision d'anciens. L'une des vedettes de cette journée festive, le masque en fibre, commence par recevoir les bénédictions des sages du village. Il peut désormais s'exprimer en toute quiétude. La fête ne fait que commencer. Après une débauche d'énergie, ce masque à la tête d'une antilope communique avec cet autre masque en fibre en lui passant le relais. Ce dernier est encensé par l'orchestre. Il n'en fallait pas plus pour le mettre en mouvement. L'unique femme dans le dispositif de la communauté des masques donne de la voix.
Elle joue un rôle important pour protéger le masque contre les mauvais sorts. Le masque, lui, joue un rôle social dans la communauté. Par exemple, quelqu'un qui a un besoin d'argent, il peut venir vous consulter et le masque peut l'aider. Quelqu'un qui a un problème de stérilité, il ne gagne pas d'enfant, le masque peut le soulager. Quelqu'un aussi qui veut une femme, il n'arrive pas à l'avoir, donc le masque peut le soulager. Souvent, quand il ne pleut pas, les masques peuvent sortir nombreux pour demander la pluie. Et également, quelqu'un qui est malade, il peut venir voir le masque et le masque peut le soigner. C'est le même rôle pour ces masques en feuilles qui entrent en scène. Le rythme change, les pas de danse avec. C'est la danse de la vigueur. Les masques de Siralo sortent à des occasions particulières, soit lors des funérailles, soit pour présenter des nouveaux initiés. Cette sortie est donc à titre exceptionnel. Elle a nécessité des rites que vous ne verrez pas pour des raisons de sacralité. À sport, rendons-nous à Abidjan, en territoire ivoirien, pour la première édition de la Coupe du Maracana. Le coup d'envoi est donné hier 27 septembre et pour sa première sortie, le Burkina a surclassé le Sénégal dans le groupe C 4-0. Notre envoyé spécial, Salifou Ouedraogo, nous relate les temps forts. Un début de rêve pour le Burkina à la Maramon Abidjan 2024. Les étalons du Maracana balayent les lions de la Teranga et lancent parfaitement leur aventure en Éburnie. Se préparer sérieusement pour entamer le premier match, c'est toujours difficile. Une première Coupe du Monde, c'est pas du tout facile. Alors, dès que tu entends bien le premier match, bon, le reste, Inch'Allah, ça suivra un peu. Les Burkinabés se font pourtant peur à l'entame de cette rencontre. Les hommes de Patrice Seri concèdent matinellement ce penalty. Le Sénégal n'en profite pas. Un raté que les étalons punissent dans la foulée. Ismaël Yanou ouvre le score pour le Burkina. Il est imité quelques instants plus tard par Cheikh Zerbo. 2-0 pour les étalons à la fin du premier tiers-temps. Ils maintiennent leur domination et améliorent leur capital en début du deuxième tiers-temps. Bourema Sawadgo aggrave le score et dans le troisième et dernier tiers-temps, Boubacar Ouedraogo donne de l'ampleur au succès burkinabé 4-0. Le championnat a été bien préparé, mais en particulier le match du Sénégal parce qu'il fallait faire la victoire. Le premier match est très important pour une compétition, pour mettre les enfants en confiance. Nous, on a amené des joueurs qui n'ont pas d'expérience et c'est leur première compétition internationale. Là, ça va être compliqué. Ils ont été trop frileux, trop précipités. C'est pour cela. En match d'ouverture, la Côte d'Ivoire et la Belgique se sont traînés jusqu'au tir au but après un score nul de 2 buts partout dans le jeu. Les éléphants l'ont emporté 6-5. Voilà, nous disons félicitations aux étalons et bonne suite dans la suite de la Coupe du Maracana. On s'arrête là pour ce 20h que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Ici à Kanana sera avec vous à 23h pour la dernière édition de l'actualité. Merci de votre fidélité à la RTB et très belle soirée.